hallucinations, délire, perte cognitive, etc. On a également du cardiovasculaire, donc on peut faire un AVC, une embolie pulmonaire ou une thrombose profonde liée au protoxyde d'azote. La substance, elle est là en fait, ça s'est installé. Donc finalement, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Les jeunes qui auront l'habitude de prendre leur proto et qui sont addicts, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Maintenant, le marché, il est fait. Par contre, on a besoin de plus d'armes qu'avant pour le combattre, malheureusement. À quoi sert le protoxyde d'azote à la base et comment cette substance s'est retrouvée à être consommée en grande quantité par les jeunes? C'est une substance qui est utilisée dans plusieurs domaines, notamment en médecine, en industrie, en agroalimentaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du mésusage du protoxyde d'azote. C'est le fait d'en consommer pour son côté hilarant. C'est vrai que l'usage qu'on retrouve de façon plus banalisée aujourd'hui a émergé au cours des années 2017, 2018. Certains pensent que peut-être que la pandémie de Covid a eu un lien, c'est-à-dire qu'on a essayé peut-être de se fournir des substances nouvelles et facilement en fait. C'est consommé initialement par les petites capsules de crème chantier, les petites capsules en aluminium qu'on voyait. Mais maintenant, en fait, il y a une consommation qui est de plus en plus massive, où des petites capsules, on est passé à des bonbonnes intermédiaires, qui sont à peu près une centaine de capsules, à des gros tanks qu'on voit plus volontiers maintenant de façon quasiment routinière, qui correspondent à 400 à 500 capsules. Qui sont les principales personnes à être touchées par ce phénomène? Alors maintenant, il touche tout le monde. On avait plutôt tendance à dire il y a quelques années, c'est certains quartiers sensibles ou sociaux, mais pas du tout en fait. Aujourd'hui, on le voit partout. Et ça touche pas que les grandes villes, ça touche aussi les campagnes, effectivement. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, personne n'est épargné. Alors, quels sont les risques sur la santé et est-ce que vous les avez constatés en tant que médecin? On a des signes qu'on va dire aigus et des signes chroniques. Donc les signes aigus, ça va être l'accident de la route. On a énormément de consommateurs qui prennent ça en conduisant. Ça entraîne d'autres types d'accidents aussi, parce qu'on n'est plus le maître de soi. Ça peut entraîner des arythmies, des arrêts cardiaques, mais ça peut également entraîner des brûlures, surtout au niveau des cuisses, là où on met les bonbonnes, et qui nécessitent des greffes de peau. Donc ça, c'est que le côté aigu, c'est quand je consomme. Et après, il y a tout ce qui est chronique, avec un usage qui est répété. Et là, ce qu'on va développer, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est les troubles neurologiques, une perte progressive de votre motricité, parce que on va un petit peu endommager les nerfs périphériques. Il y a le côté neurocentral, neuropsychiatrique, hallucinations, délire, perte cognitive, etc. On a également du cardiovasculaire, donc on peut faire un AVC, une embolie pulmonaire ou une thrombose profonde liée au protoxyde d'azote. Donc aujourd'hui, malheureusement, comme ça a une incidence centrale sur l'organisme, ça entraîne plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Donc il y a une nécessité aussi, en plus du soin, c'est de faire avancer la recherche en fait là-dessus. Quels sont les freins pour combattre ce nouveau phénomène? La première limite, c'est comment on repère un patient avec abus de protoxyde d'azote. Et comme on a très peu de connaissances dessus, il y a très peu de médecins qui sont capables de faire ce diagnostic. Donc on passe à côté de tous ces cas. Ce phénomène prend de l'ampleur, monte, on voit que les chiffres qu'on connaît montent, mais on n'a pas de données fiables aujourd'hui et on manque cruellement d'indicateurs fiables à ce niveau-là. Mais nous, tous les jours, on a des appels, on a des patients, donc on le voit sur le terrain, effectivement, que ça augmente. C'est vrai que nous-mêmes, à l'hôpital, on peut parfois avoir 5 à 10 patients par semaine dans notre propre hôpital liés à la consommation de protoxyde d'azote. C'est quand même beaucoup. Comment peut-on remédier à ce fléau malgré les interdictions successives? Le premier axe, c'est la prévention. Aujourd'hui, il faut des campagnes de prévention efficaces contre la consommation de protoxyde d'azote. On a quand même une substance banalisée, très facile d'accès, avec un côté juridique très flou, finalement, parce qu'aujourd'hui, les textes de loi interdisent la consommation, mais qu'en est-il de la détention? L'accès, l'achat est très facile, finalement, aujourd'hui. La substance, elle est là, en fait. Ça s'est installé. Donc, finalement, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Les jeunes qui auront l'habitude de prendre leur proto et qui sont addicts, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Maintenant, le marché, il est fait. Par contre, on a besoin de plus d'armes qu'avant pour le combattre, malheureusement. On a créé des petites campagnes. Il nous manque aujourd'hui les ressources pour les mettre en application, notamment dans les établissements secondaires. C'est de dire aux plus jeunes, attention, c'est nocif. Voyez ce que vous pourriez avoir comme complications. Donc ça, c'est le premier axe, qui est la prévention. Le deuxième, c'est le soin. Il faut former nos soignants. Il faut les alerter à ce niveau-là. On a beaucoup trop de soignants qui connaissent même pas les conséquences de la prise de protoxyde d'azote. C'est le deuxième, c'est de renforcer aussi les moyens sur le soin et ensuite sur la recherche. Tant qu'on n'aura pas les outils efficaces pour le faire, on pourra être vain. Et aujourd'hui, la recherche aidera aussi à la prise en charge des patients, etc. Donc c'est sur ces trois volets qu'on doit axer la prévention, le soin et la recherche. Sinon, les pouvoirs publics ne pourront pas faire grand-chose, malheureusement. Comment vous est venue l'idée de créer l'association Protocide? Au début, quand on a commencé à avoir nos premiers patients protoxyde d'azote, 2018-2019, qu'est-ce qu'on en fait de ces patients finalement? Donc on s'est réunis avec 2-3 médecins au CHU de Lille, on a discuté de ces cas, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait? Finalement on trouve rien, il n'y a pas de recommandations, etc. Donc là on a commencé à discuter, on était 3.
D'autres sont venus, ça commence à être une dizaine de l'hôpital. L'hôpital d'à côté est venu, l'hôpital de la région. Ça s'est un petit peu propagé. Donc, on n'avait pas vraiment de structuration et on voulait faire une filière de soins officielle, si vous voulez. Donc, on s'est dit, faut qu'on ait une structuration à un moment parce que il y a tellement d'hôpitaux différents et c'est là qu'est venu, on va se regrouper en association. Mais là, on a eu des demandes plus particulières. Vous pouvez faire des actions de prévention parce qu'aujourd'hui, on a nos jeunes qui a ça et tout. Là, on a dit, oui, il faut qu'on démultiplie un peu nos missions parce que, nous, on couvrait le soin. Il y a tout l'axe prévention qui n'était pas couvert. Il y a plein d'équipes de recherche qui veulent travailler sur ça. Mettons-nous ensemble finalement. Et finalement, nos actions, c'est venu la prévention, le soin, la recherche. Et êtes-vous optimiste sur l'endiguement du phénomène? Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut mettre les moyens, parce qu'il faut prévenir la population des dangers. Il faut former nos soignants pour mieux prendre en charge les patients. Donc en fait, il faut donner les moyens pour pouvoir le faire. Et là, on pourra être optimiste, je pense. Aujourd'hui, il faut qu'on reste réaliste sur ça, en se disant, si on est trop optimiste, on se dit, on met des arrêtés, on met une interdiction et ça s'arrête là. Ça, c'est la vision de certains. Moi, je ne la partage pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas de miracle derrière. Ça fait des années que cette substance est là, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, soyons réalistes. Et là, une fois qu'on aura les moyens, on pourra être optimiste.